On croit que tout le monde peut prendre des risques pour un projet auquel il croit, à condition que ce soit de manière lucide et pas seulement parce qu'on a vu des belles publicités et parce qu'on prend réellement les bons moyens pour atteindre son objectif. On croit qu'il faut pour cela avoir de sérieux appuis autour de soi plus que quelques potions magiques comme dans l'histoire d'Obélix. On croit à la puissance de l'accompagnement pédagogique pour avoir moins de créateurs éphémères ou en souffrance et plus d'entrepreneurs fertiles. Et pour paraphraser le fondateur du réseau Entreprendre qui disait « Pour créer des emplois, créons des employeurs », je dirais en accueillant Guillaume Mullier, président de 60 000 rebonds, pour faire émerger des entrepreneurs responsables et prospères, il faut des accompagnants conscients, professionnels et ambitieux. Qu'est-ce qui fait qu'Amundsen a réussi et que Scott et ses équipes sont morts? Amundsen a énormément préparé. Comme il faisait très froid, il est allé voir les Esquimaux, voir comment il a constaté qu'ils marchaient lentement, tranquillement. Il a regardé comment ils étaient vêtus. Il a choisi les meilleurs chemins de traîneau. Scott, lui, avait confiance. Lui, il a pris des poneys, il a pris des moteurs, qui malheureusement n'ont pas tenu. Donc, une énorme préparation. Un deuxième point qui, à mon avis, un siècle plus tard, est encore plus important que le premier, c'est que Amundsen s'est dit peut-être qu'il y aura des pépins, que ça se passera bien. Alors que Scott croyait que tout se passerait bien. Donc, quand il fallait une tonne de nourriture, Amundsen en prévoyait 2. Alors après, ils avançaient par petits pas, vous savez, ils mettaient d'abord un pied à terre, puis un deuxième, et ils y allaient progressivement. Pour être sûr de se retrouver, ils mettaient plein de piquets comme le petit pousset. Donc, après, il avait plein de choses comme ça, il anticipait, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est une règle d'or qui existe encore aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est bien préparer. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que je fais si ça se passe mal? Et le troisième point, c'est je fais un peu chaque jour. Il s'était donné 30 km par jour, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, il essayait de faire ses 30. S'il y avait vraiment un mauvais temps, il en faisait peut-être 25, s'il faisait beau, il en faisait 35. Alors que Scott, dans ses notes qu'on a retrouvées, s'il faisait beau, il en faisait 60, s'il faisait mauvais, il en faisait 0. Sauf qu'il est arrivé 5 semaines après. Donc voilà, maintenant je vais passer la part 3, je dirais, postures qui ont traversé les siècles, bien s'organiser, prévoir le plan B et la persévérance d'un petit peu chaque jour. Maintenant je vais passer... C'est s'autoriser à rêver, je pense que c'est là la vraie posture de l'entrepreneur. Et du coup, dans le développement personnel de l'entrepreneur, c'est important de nourrir ce rêve, de renouveler ce rêve, de ne pas user ce rêve. Voilà, ça serait mon premier point dans la posture. La deuxième, toujours en partant de l'exemple de Didier, c'est une bonne dose de culot et d'audace. L'entrepreneur, je pense que c'est celui qui effectivement va au-delà des idées reçues, va au-delà des interdits, va au-delà d'une posture. C'est quelqu'un qui ne pense pas en oui mais. C'est quelqu'un qui pense en oui et oui, il existera ça et je vais rajouter un service et je vais repenser l'environnement et je vais toucher de nouveaux clients, etc., etc. Donc je pense que c'est résolument aussi dans la posture quelqu'un qui fonctionne en oui et pas en oui mais.
Ça serait mon deuxième point. Donc troisième point de posture, je dirais, c'est la résilience. C'est-à-dire, et justement les entrepreneurs en situation de handicap nous enseignent plus que n'importe qui d'autre finalement cette notion de résilience. C'est la résilience, c'est quoi finalement? C'est j'ai une posture où je connais mes ressources, éventuellement mes limites, et je compose avec tout ça pour performer et pour viser mon rêve justement. Et finalement, encore une fois, je ne m'arrête pas au oui mais j'ai certaines limites, oui mais mes ressources sont limitées, oui mais je suis en situation de handicap. L'entrepreneur, il ne raisonne pas comme ça. Il va au-delà finalement, il prend en compte toutes ses ressources et ses limites pour viser son rêve et réussir à atteindre en tout cas un niveau raisonnable de rêve. Et pourquoi je vous parle de résilience finalement, c'est encore une fois un exemple tiré du parcours de Didier Roche, c'est que finalement, en entrepreneuriat plus que dans n'importe quel domaine, on ne perd jamais. Soit on a un échec et on apprend, soit on réussit, on avance, mais en tout cas, il n'y a aucun moment où on perd son temps, parce que l'échec, je pense que 60 000 rebonds est l'incarnation même de cette notion d'échec comme moteur d'apprentissage de l'entrepreneur. Hein, Guillaume, je pense que c'est quelque chose que vous incarnez parfaitement. Et l'entrepreneur, justement, dans cette posture de résilience, il n'a jamais une posture de, finalement, se plaindre dans l'échec, mais au contraire rebondir dans l'échec, apprendre de l'échec, et accélérer sa réussite éventuellement par l'échec. On dit souvent, je ne sais plus quelle est la statistique, mais souvent, et messieurs et mesdames qui ont beaucoup plus d'expérience que moi autour de cette table sauront peut-être le dire, mais je crois qu'en entrepreneuriat, on dit toujours justement, la première entreprise, et pas souvent, c'est très rarement celle dans laquelle on va vraiment performer, vraiment réussir. Ce sera peut-être la deuxième ou la troisième. Je ne sais plus quelle est la statistique exactement là-dessus. Voilà, la résilience en entrepreneuriat, je pense que c'est une posture caractéristique qui permet à la fois de capitaliser sur les échecs, mais aussi de composer et de performer avec ses ressources et ses limites. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus sur la posture d'entrepreneur. 3 notions, le rêve, la résilience, et j'ai perdu le deuxième, c'est le oui. L'entrepreneur, il doit arriver plus que n'importe qui à se situer dans un triangle qu'on appelle des 3 C, conscience, confiance, choix, et non pas dans un triangle victime, sauveur, persécuteur. Oui, mais je ne vais pas y arriver parce que j'ai des limites, et en plus, je ne vais pas y arriver parce que mon environnement ne me permet pas de réussir, parce que j'ai mon handicap, en fait, je ne vais jamais y arriver, etc. Et finalement, de laisser dépendre sa réussite de l'extérieur, d'un tiers, de l'environnement. C'est quelqu'un qui résolument va se positionner dans le deuxième triangle, qui est plutôt un triangle de conscience. En premier temps, j'ai conscience de mes limites, de mes ressources, de mes capacités, de mes talents également. J'ai le choix, j'ai toujours le choix, je suis toujours dans une posture d'acteur où c'est moi qui suis aux commandes de mon entreprise et qui ai des choix à faire tout le temps, en permanence. Et du coup, j'ai confiance et j'ai la puissance de faire de mon aventure entrepreneuriale une réussite. Et en fait, pour moi, la posture de l'entrepreneur, c'est pas de se cristalliser sur l'idée ou sur la levée de fonds, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut avoir, je peux être HEC, énarque, beau, fort, intelligent, avoir une super idée, mais je peux me planter. L'idée, c'est de respecter un processus en termes de posture entrepreneuriale qui va me permettre, en partant de ce que je suis moi, avec mes petits moyens aujourd'hui, de travailler avec un écosystème, avec ce qu'on appelle des parties prenantes, avec lesquelles je vais interagir, mon premier cercle, ma femme, mon frère, etc., puis mes amis, puis mes relations, etc., et qui vont faire que progressivement, finalement, je vais être en écoute active, en observation active, et je vais mettre en mouvement, et je vais provoquer ce qu'on appelle la chance, qui n'est pas du hasard, je vais provoquer la chance, et progressivement, je vais adopter une posture entrepreneuriale qui va m'amener finalement à construire progressivement, mais à partir de ce que je suis finalement, et pas à partir de ce qu'il faut être absolument, finalement, un projet entrepreneurial. Et c'est là-dessus finalement que moi, j'ai construit mon entreprise, et je me suis aperçu que d'autres entrepreneurs très célèbres, comme les fondateurs de vente privée ou Blablacar, avaient eux-mêmes finalement été conquis par cette technique-là, et l'avaient utilisée pour créer leur boîte finalement. Alors, ça permet de démystifier. Donc le premier message, c'est démystifier l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que même si je suis pas beau, pas HEC, pas énarque, et que j'ai pas d'idée, je peux quand même créer une boîte. Par contre, à l'inverse, et c'est un de mes combats, l'idée, c'est pas de faire de l'open bar, et de se dire, voilà, maintenant que je sais que j'ai besoin d'une idée pour créer, je peux me lancer. L'idée, et c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, c'est de viabiliser un petit peu le potentiel, viabiliser un peu sa démarche, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les travers de la French Tech
qui nous inondent et qui font que finalement on pense qu'à la levée de fonds avant même de se dire qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, ces éléments de posture de l'entrepreneur, pour moi, ils commencent déjà, à quelle intention, dans quelle posture je suis au moment où j'ai l'intention, je suis encore dans mon bureau à la Défense, hein, et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir me mettre en mouvement, se mettre en mouvement, première posture. Et la deuxième posture, c'est, et qui fera plaisir à Xavier, c'est bien évidemment apprendre à se connaître. Hein, se connaître, qu'est-ce que c'est que, de quelle manière je peux le transposer dans la posture entrepreneuriale. Et puis la troisième posture, c'est évidemment, bien évidemment, utiliser les interactions avec les parties prenantes. Qu'est-ce qui peut être le fil rouge de toutes ces expériences? C'est la foi. La foi en ce qu'on est. Vraiment une conviction chevillée au corps, qui nécessite tout ce qui a pu être dit sur la capacité à s'entourer, mais il faut cette... je pense que ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'on a quand même en soi, parce qu'on va accoucher de quelque chose qu'on a dans les tripes. Donc il y a déjà cette foi qui est liée au courage. De tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser, il y a quand même à un moment donné où on fait ce saut dans l'inconnu, c'est comme le funambule, hein, et qui est un peu en équilibre et en déséquilibre. Donc il faut du courage pour l'entrepreneur. Et puis il faut, parce qu'effectivement on sort quelque chose de ses tripes, eh bien quand même une vision, une envie, quelque chose qui est de l'ordre de l'identité aussi. On l'a encore une fois dans ses tripes. Et une fois qu'on a bien déjà clarifié ça, et tant mieux si on a effectivement des gens pour nous aider à le faire, il faut être capable d'avoir de l'agilité. Une agilité, alors on pourrait dire qu'aujourd'hui la complexité est encore plus importante, je ne sais pas. Moi j'ai vu des mondes qui étaient complexes dans les années 80, 90, je crois que c'est un fil, et puis on pourrait remonter encore avant, je pense que c'était pas plus simple pour nos prédécesseurs. Quelle posture véritable pour entreprendre? D'abord, je dirais avoir des convictions. Pour moi, c'est vraiment mon fil rouge, mes convictions. Je vais en profiter pour envoyer un petit pic à M. Mullier, qui nous parle de se flageller quand on est catholique. Moi, je suis catholique convaincue. J'appuie beaucoup aussi ma gestion d'entreprise. J'appuie beaucoup mon entreprise sur la doctrine sociale de l'Église, qui m'intéresse énormément, hein, de mettre vraiment l'humain, remettre l'humain au cœur de nos entreprises. Donc voilà, c'est un petit pic gentil, évidemment. Il ne faut pas être arc-bouté sur ses convictions, mais je trouve que quand on a une posture syndicale, quand on a une posture religieuse, humaniste, etc., c'est très très intéressant aussi de gérer son entreprise, parce que voilà, on l'a fait dans une vision. Parce que le profil type de l'entrepreneur, quels que soient les contextes, quels que soient les contextes différents, les cultures différentes, les sociétés différentes, sont les individus, évidemment, on sans doute varie énormément. Alors, de là, évidemment, je simplifie à outrance, d'autres travaux sont apparus parallèlement, et dans ces autres travaux, l'approche a été différente, en partant d'un principe de base, c'est que l'entrepreneuriat, entreprendre, pouvait s'apprendre. Et puis, parallèlement, collé à ce principe-là, eh bien, il y avait cette notion d'agilité de mouvement, finalement, vous avez assez bien écrit, qui signifie finalement que l'entrepreneuriat, plus qu'un statut figé, plus qu'un trait, plus qu'un profil, c'est une manière d'être et c'est une manière d'agir. Ce qui veut dire aussi, en passant, qu'on a quand même tendance dans nos sociétés à catégoriser, hein, pour simplifier souvent, et à dire, voilà, un tel ou un tel est entrepreneur. Ce qui parfois peut prêter quand même à certaines discussions, parce que si c'est une manière d'agir, il est difficile, je crois même peut-être inconcevable d'imaginer qu'on peut agir de manière entrepreneuriale toute sa vie. Voilà. Et donc on peut être entrepreneur à un moment de sa vie, dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire gérer, développer l'entreprise, et puis à nouveau adopter des comportements ou des manières d'agir qui sont reliés à ces manières entrepreneuriales. Donc, pour résumer, je dirais, Olivier nous donne un gros message d'espoir, c'est qu'entreprendre peut s'apprendre. C'est une manière d'agir. Donc ça, c'est quand même chouette.
c'est l'idée de comment on accompagne nos entrepreneurs pour qu'ils agissent et qu'ils apprennent comme ça qu'ils vont réussir. Le deuxième point, c'est que l'entrepreneur transforme son environnement, que sa vision se construit. C'est la continuité de la première idée, et ça aussi c'est drôlement sympa. Vous allez repartir avec le moral. Hein. Et le troisième point sur le collectif, il y a quand même 3 étapes assez sympas qui peuvent être un guide quand on accompagne les entrepreneurs. Premier niveau, la connexion. Le deuxième, la collaboration, je complète. Le troisième, la coopération, on s'entraide. Donc là, je dirais à quel niveau de collectif je suis, c'est également intéressant. Ça peut aider à mieux accompagner. Et puis ensuite, alors là, c'est le gros problème d'aujourd'hui, c'est on est dans un monde d'incertitude. Et donc, il y a la force de la différence de Nicolas Alter qui nous apporte des clés. Il y a aussi le signe noir de Nicolas Taleb. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, comment gérer l'incertitude.